Alors bonjour à tous, je vais faire un récapitulatif ici de la séquence 7 sur la notion de fonction. Donc je vais reprendre un petit peu tous les points du cours qu'on a vus et réexpliquer et mettre en lumière les différents éléments. Donc déjà une fonction, qu'est-ce que c'est? C'est, on va dire, pour simplifier, c'est une machine qui va nous prendre un nombre, qui va appliquer une formule sur ce nombre, donc un certain nombre de calculs qu'on va faire en fonction du nombre de départ, d'où la notion de fonction, puisqu'on est fonction du nombre de départ, et on va avoir ensuite un nombre à l'arrivée en fonction du nombre de départ. Et le processus qui transforme un nombre de départ en nombre d'arrivée, ça s'appelle une fonction. Et on prend des nombres, donc ça s'appelle une fonction numérique. Donc là, je reprends. On avait pris quelques exemples après avoir revu donc les fonctions linéaires, c'est-à-dire les fonctions qui a un nombre x associe une certaine constante a fois x. Donc ça, les fonctions linéaires, c'est par exemple, je prends un nombre x, je triple ce nombre, c'est la fonction qui a x associe 3x, f de x égale 3x. D'accord? Donc ensuite, ça c'était les fonctions linéaires. Ensuite, on a vu les fonctions affines. Donc, juste pour remontrer les graphiques. Les fonctions linéaires, donc les graphiques, les représentations graphiques, qu'on appelle les courbes représentatives de la fonction, sont des droites qui passent par l'origine. Par exemple, si je tape 3x sur GeoGebra, automatiquement, il me nomme la fonction f. Et là, on lit f de x égale 3x. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à chaque nombre réel x, eh bien, en sortie, j'obtiens le nombre 3 fois x. Ça, c'est une fonction linéaire de coefficient directeur ou pente égale à 3. Et comment ça se traduit? F de 1 est égal à 3, puisque c'est 3 fois 1. F de 2 est égal à 6, puisque 3 fois 2, ça fait 6. Voilà comment on lit donc ce qu'on appelle les antécédents et les images. Les antécédents, alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une fonction, elle peut avoir une seule image par valeur de départ. Par contre, par valeur d'arrivée, tous les cas sont possibles. On peut avoir zéro antécédent, un seul antécédent, plusieurs, mais un nombre fini, voire une infinité. Donc, on reprend juste ça. Alors, au niveau des exemples du cours, on avait vu des exemples dans la géométrie pour faire des exemples de fonctions. Donc, par exemple, là, j'avais pris un triangle équilatéral de côté x. Donc, triangle équilatéral, ces trois côtés font x. Donc, là, je demandais une formule explicite en fonction du côté qui donne le périmètre du triangle. Donc, bien sûr, c'est x plus x plus x. Je fais le tour de la figure, ça fait 3x. Donc, voilà ce que ça donnait en termes de fonction linéaire. Ça, c'est la fonction qui a un triangle équilatéral de côté x, donne son périmètre. Donc, ça, c'était un premier exemple. Même question pour la hauteur. Donc la hauteur d'un triangle, alors il y a trois hauteurs, et donc la hauteur issue d'un sommet du triangle, c'est la droite qui passe par le sommet du triangle et qui coupe perpendiculairement le côté opposé. Et donc au lieu de la droite, nous on considérait la longueur du segment associé. Et donc on avait fait le calcul avec le théorème de Pythagore et on avait trouvé une formule en fonction de x. On avait fait pareil pour l'air. L'air c'était base fois hauteur divisé par 2. Et quand on refaisait le calcul, on trouvait la formule explicite de l'aire d'un triangle équilatéral en fonction de son côté, qu'on peut retrouver sur Wikipédia par exemple. Si je vais sur Wikipédia, là on avait fait la démonstration dans le cours, donc triangle équilatéral. Si je tape triangle équilatéral, je vois quoi? Donc périmètre 3A, donc eux, ils ont appelé petit a la valeur du côté, nous on l'a appelé petit x, c'est pas grave, c'est juste la notation de ce qu'on appelle la variable, c'est-à-dire le nombre de départs. Et l'air, on avait bien trouvé a carré racine de 3 sur 4. Nous, on l'avait appelé x. Mais peu importe. Donc voilà l'idée de ce que c'est qu'une fonction. À un nombre de départ, j'associe un nombre à l'arrivée, souvent à l'aide d'une formule. On a vu d'autres exemples un peu concrets, mais c'est toujours le même principe. Donc ce qu'il faut bien retenir, à une situation dépendant d'un nombre de départ x, on fait correspondre un unique nombre à l'aide d'une formule. Là, je reprends la définition.
Grand D, ici, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle le domaine de définition de la fonction. Le domaine de définition de la fonction, c'est le plus grand ensemble de nombres réels sur lequel la fonction est définie. Alors, je vais donner des exemples pour que ce soit plus clair. Là, quand je prends une fonction linéaire, ou même affine, par exemple, je sais pas, on prend 4x plus 5, là, vous voyez bien qu'il n'y a aucun problème pour calculer 4x plus 5, quelle que soit la valeur de x au départ. Il n'y a rien qui m'empêche de faire ce calcul. Il n'y a pas de restriction sur les valeurs de x. Donc là, on dit que la fonction, elle est définie sur R, parce que je peux calculer ces expressions-là, quel que soit le nombre réel de départ. D'accord? Et donc là, on voit bien que il n'y a aucun problème sur les courbes représentatives, il n'y a pas de trou, il y a pas de problème. Contrairement à d'autres fonctions qui ne sont pas définies pour tout nombre réel. Alors je vais effacer ces deux-là et je vais faire une autre fonction. Alors je vais tracer là, ce qu'on appelle la fonction racine carrée. La fonction racine carrée, c'est la fonction qui a un nombre. Justement, on va voir un nombre sous quelles conditions, eh bien, lui associe sa racine carrée. Là, regardons la courbe de la fonction racine carrée. On voit bien qu'elle n'est définie qu'à droite de 0. À gauche, il y a pas de graphique, il n'y a rien du tout. On peut se demander pourquoi. Tout simplement parce que la racine carrée d'un nombre réel, elle est définie uniquement sur les nombres positifs. Je ne peux pas prendre la racine carrée d'un nombre strictement négatif dans les nombres réels. Donc c'est pour ça que là, cette fonction-là, elle n'est définie que sur l'ensemble des réels positifs. D'accord? Donc que sur cette partie droite de l'axe, 0 inclus, d'accord? Donc là, on dit que l'ensemble de définition de cette fonction, c'est les nombres x qui sont supérieurs ou égaux à 0. Et ça se note R+, ou alors intervalle fermé, 0 fermé, plus l'infini, ce qu'on reverra au chapitre 8. Et là, on peut faire d'autres exemples de fonctions qui ne sont pas définies partout. Par exemple, la fonction inverse, qui a x associé 1 sur x. Là, on voit bien qu'en 0, il y a un problème. En 0, je ne peux pas lire d'image. Il n'y a pas d'image parce que si je voulais calculer f de 0, ça ferait 1 sur 0. Mais je ne peux pas diviser par 0. Donc là, 0, c'est pas défini, f de 0. Donc on dit que 0 est une valeur interdite. Pour toutes les autres valeurs de nombres réels, je peux calculer. Par exemple, si je fais f de 2, f de 2, donc f de 2, ça fait 1 sur 2, donc ça fait 1 demi. Donc là, si je tape la droite d'équation x égale 2, donc la droite d'équation x égale 2, c'est toute cette droite-là, c'est l'ensemble des points du plan qui ont une abscisse égale à 2. Eh bien, pour lire l'image sur le graphique, je vais regarder au niveau de l'ordonnée du point d'intersection. Donc là, je suis à x égale 2, donc ici, je suis à y égale 0,5, y égale 1 demi. Donc là, je peux dire que le point de coordonnées 2, 1 demi appartient à la courbe représentative de la fonction, qui ici s'appelle f. D'accord? Donc voilà l'idée de comment on voit un petit peu les ensembles de définitions. Alors je vais faire un autre exemple. Donc, je refais un autre exemple. Imaginons maintenant que je veux regarder la racine carrée de 4x plus 3. Alors là, on voit que, pareil, c'est comme une fonction racine carrée qu'on a, entre guillemets, dilatée et qu'on a décalée. Mais là, on voit bien que cette fonction-là, on ne peut pas la calculer pour tous les nombres réels x. Parce que si le x, je le prends, entre guillemets, trop négatif, 4x plus 3, il va être strictement négatif, et du coup, je ne pourrais pas calculer la racine carrée. Donc là, il y a une valeur, si vous voulez, qui est une valeur limite, ou à gauche, après, je ne peux plus calculer f de x. Par contre, à droite, je pourrais calculer. Donc, l'idée, c'est de savoir le domaine de définition de cette fonction. Eh bien, regardons. Pour que f soit défini, il faut que ce qu'il y a sous la racine carrée soit positif, au sens large. Donc ça veut dire il faut que 4x plus 3 soit positif. Donc là, j'ai ce qu'on appelle une inéquation du premier degré à résoudre. Donc 4x plus 3, alors positif, ça c'est ma condition sur x pour que la racine carrée de ça existe. Donc là,
Si je résous cette inéquation, le 3, je vais le passer de l'autre côté. Je fais moins 3 des deux côtés. Donc ça va me donner 4x supérieur ou égal à moins 3. Maintenant, je veux isoler le x. Donc là, il faut bien faire attention quand on divise une inégalité. Alors, quand on divise par un nombre positif à gauche et à droite d'une inéquation, eh bien, le sens de l'inégalité ne change pas. Alors que si on divise par un nombre négatif, là, le sens de l'inégalité va changer. Bon, ici, on va diviser par 4 à gauche et à droite. Donc ici, x supérieur ou égal, alors supérieur ou égal à, du coup, moins 3 quarts. Donc là, ça, c'est ma condition sur x. Donc je peux dire que l'ensemble de définitions de ma fonction qui a x associé racine carrée de 4x plus 3, c'est l'ensemble des réels x qui sont supérieurs ou égaux à, donc on a dit, moins 3 quarts, donc moins 0,75. Là, si je zoome, je vois bien qu'on est autour de moins 0,75. Et si, effectivement, f de moins 0,75, c'est la valeur limite. Là, si je calcule f de moins 0,75, donc ça fait racine de 4 fois moins 3 quarts, ici, là, puisque moins 0,75 c'est moins 3 quarts. 4 fois moins 3 quarts, ça fait moins 3. Moins 3 plus 3, ça fait 0. Racine carrée de 0, ça fait 0. C'est pour ça que là, je suis au niveau de l'axe des abscisses. J'ai le point de coordonnées, moins 3 quarts, 0, qui appartient à la courbe. Et là, donc, maintenant qu'on a dit ça, l'ensemble de définition de cette fonction, c'est l'ensemble des réels x qui sont supérieurs ou égaux à moins 3 quarts. Ça, je peux le noter sous forme d'intervalle. Et donc, ça, on le reverra dans le chapitre 8, mais on pourra le noter comme ça, avec un crochet. Alors, quand le crochet de gauche, il est orienté comme ça, c'est-à-dire que j'inclus la valeur. Donc là, j'écris moins 3 quarts, et après, j'écris plus l'infini. Donc, plus l'infini. Là, j'exclus plus l'infini, et voilà ce que l'on obtient comme ensemble donc de définition de la fonction. Sinon, on peut s'arrêter là, quand on ne connaît pas les intervalles, on peut s'arrêter là. L'ensemble des nombres x qui vérifie ça. Voilà. Alors, on reprend, donc ce que j'ai dit là, c'était que voilà, quand on peut calculer f de x, ça veut dire qu'on est bien dans l'ensemble de définition. Donc là, ce que j'ai dit sur la fonction affine, les fonctions affines, donc de la forme qui a x associé à x plus b avec a et b des constantes. Je vous rappelle a, donc on a dit coefficient directeur, b ordonné à l'origine. Donc ça, c'est définition R, il n'y a aucun problème pour calculer. Par contre, là, dans ce genre de fonction, on a des problèmes. Parce que là, si je regarde 1 sur x plus 3, donc je peux calculer ça partout, sauf en une valeur de x où le dénominateur va s'annuler. Là, j'ai pas le droit de diviser par 0. Donc je regarde la condition pour pouvoir calculer f de x, c'est que x plus 3 soit différent de 0. Donc en fait, ça va être tous les nombres réels, sauf la valeur qui annule le dénominateur. Et la valeur qui annule les dénominateurs, c'est quoi? Bah, je résous l'équation x plus 3 égale 0. Et donc là, immédiatement, donc équation du premier degré, je passe le 3 de l'autre côté, j'obtiens x égale moins 3. Et effectivement, je ne peux pas calculer f de moins 3, parce que sinon ça me fait 1 sur moins 3 plus 3, donc 1 sur 0, ça n'existe pas. Donc là, l'ensemble de définition de f, on le notera comment? On le notera, eh bien, R privé, donc privé c'est avec un slash comme ça, alors bon ça marche pas, privé, bon Word me fait des bêtises mais peu importe, R privé de, donc privé avec cette barre de slash, privé de accolade, et là je mets là les valeurs qui me posent problème. Donc R, là je note R privé de, et là le petit m qui pose problème c'est moins 3, R privé de moins 3, ça c'est l'ensemble de définition de F. Alors ensuite, donc au niveau du vocabulaire, on parlait des images des antécédents. Alors ce que je voulais montrer, c'est que là, quand on observe une représentation graphique, c'est bien une représentation graphique de fonction. Parce qu'à un nombre fixé x, j'ai pas plusieurs valeurs pour f de x. D'accord? Je vous montre un exemple de graphique qui ne peut pas être une représentation graphique de fonction. Je vous montre.
Imaginons que je tape cette équation-là. X carré plus Y carré égale 1, c'est l'ensemble des points de coordonnées x, y qui vérifient cette égalité. Ça, c'est un cercle de centre, l'origine de rayon 1. Ça ne peut pas être la représentation graphique d'une fonction. Pourquoi? Imaginons que ce soit le cas. Bah donc je vous dis, ok, alors imaginons que ça, c'est la courbe représentative d'une fonction f. Bah donc pour x égale 1 demi, bah je suis embêté, parce que là, ça veut dire que j'ai deux images possibles. J'ai cette valeur-là en image, en ordonnée, mais j'ai aussi celle-là. Donc là, ça va pas, parce qu'il nous faut une seule image par valeur de départ. Donc ça peut pas être la courbe représentative d'une fonction. Maintenant, donc ça, ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'une fonction a une valeur de départ, qui est dans son ensemble de définition, eh bien, je peux avoir que une seule image. Par contre, pour les antécédents, c'est différent. Là, je vais prendre un autre exemple. Imaginons, je vais prendre x carré plus 3. Donc la fonction qui a un nombre x associe son carré auquel j'ajoute 3. Donc si je veux lire graphiquement des images, là je vois bien que ici quand je prends x égale 1, si je me déplace, là en y j'obtiens 4. Donc ça veut dire que là, f de 1 est égal à 4. Et je regarde, si je remplace x par 1, 1 au carré plus 3, ça fait 1 plus 3, ça fait bien 4. Donc voilà, on peut vérifier par le calcul ce qu'on lit graphiquement. D'accord? Alors maintenant, en termes d'antécédents, regardons pour différentes valeurs d'arrivée si je peux trouver une seule ou plusieurs valeurs, voire aucune, antécédent. Donc regardons. Par exemple, si je tape y égale 2,5. Là, si je dis cherchons un antécédent de 2,5 par la fonction f. Bah, le problème, c'est que là, ici, ça ne croise pas la courbe. D'accord? Le problème, c'est que je n'ai aucun nombre réel tel que f de x soit égal à 2,5. En effet, je vois bien qu'ici, là, la plus petite valeur que peut me renvoyer f, c'est 3. Là, j'ai f de 0 égale 3. Je ne peux pas passer en dessous de 3. Donc, jamais je n'arriverai à 2,5, ce qu'on observe graphiquement. Donc là, il y a 0 antécédent de 2,5 par la fonction f. Maintenant, si je prends y égale 3, là, j'ai pile poil un antécédent de 3 par la fonction f. Et cet antécédent, bah, je le lis sur l'axe des abscisses. C'est 0. D'accord? Donc là, il faut descendre. C'est 0. Voilà. Je regarde l'abscisse correspondante et je peux vérifier par le calcul. F de 0, ça fait 0 au carré plus 3, ça fait bien 3. Donc c'est bien un antécédent de la fonction, enfin de 3 par la fonction f. Et là, bah, c'est le seul. On le voit bien sur le graphique, il n'y en a pas d'autre. Si je prends x différent de 0, je vais tout de suite dépasser 3, strictement. Donc 0 est le seul antécédent. Maintenant, regardons pour y égale 4. Pour y égale 4, là je cherche une ou plusieurs valeurs de x telles que f de x égale 4. C'est ça chercher les antécédents de 4. Bah, combien j'ai d'antécédents? Ici j'en ai 2. Parce que si je regarde, ici là, la courbe, enfin la droite d'équation y égale 4, eh bien, elle coupe ce qu'on appelle la courbe représentative de f ici, qui est une parabole au passage. Et là, elle la coupe en deux points. Elle la coupe en ce point-là, donc que je peux mettre ici, et elle la coupe en ce point-là. Et là, bah, regardons effectivement, si je calcule, alors regardons les abscisses de ces points. Là, l'abscisse du point B, c'est moins 1. L'abscisse du point A, c'est 1. Donc ça veut dire que là, quand je prends x égale moins 1, x égale 1, quand je fais f de moins 1, je vais retourner sur 4, et quand je fais f de 1, je vais retourner sur 4. Donc ça veut dire que moins 1 et 1 sont des antécédents de 4 par la fonction f. Et là, il y en a deux. D'accord? Donc là, c'est un cas particulier où on observe qu'il y a deux antécédents de 4 par f. Et donc là, c'est un exemple où il y a plusieurs antécédents.
Donc là, on a vu le cas 0 antécédent, un antécédent exactement, deux antécédents. Donc pour ce genre de fonctions qui nous font des paraboles, là, on n'a pas d'autres cas. Par contre, il y a des fonctions où on a encore d'autres cas. Alors j'efface ça. Donc j'efface tout ça. Bon là, il y a aussi des fonctions qu'on appelle des fonctions trigonométriques. Alors c'est un exemple. Là, ça, la fonction qui a un nombre réel x associe son sinus. Donc peu importe les détails de cette fonction-là, au niveau seconde, ça ne nous intéresse pas spécialement, mais on a ce qu'on appelle une fonction périodique. Là, on a un motif en vague, donc ça s'appelle une fonction sinusoïdale, qui se répète, d'accord? Donc là, du coup, je peux avoir une infinité d'antécédents. Si je fais y égale 0,5, là, j'ai une infinité de valeurs qui me renvoient sur 0,5. Alors là, au niveau seconde, on ne sait pas résoudre ce genre d'équation, on sait le faire à un niveau plus élevé, mais en niveau seconde, on ne sait pas résoudre exactement ce genre d'équation. Donc là, ce qu'on fait, on lit graphiquement. Là, je sais que f de 0,52 et quelques, ça me fera à peu près 0,5. Mais il n'y a pas que lui. Là, je peux lire que f de 2,6 et des poussières, ça me fera encore 0,5. Je continue à me décaler. F de 6,8 et des poussières, ça fait 0,5, etc., etc. Et là, ben, j'ai une infinité de solutions. J'ai une infinité d'antécédents de 0,5 par la fonction sinus, par la fonction f. D'accord? Voilà un cas particulier, on peut avoir une infinité d'antécédents. Alors, on continue. Donc ça, c'était des exercices justement pour appliquer ce que je viens de dire. Ensuite, représentation graphique d'une fonction, on vient de le voir. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on trace la courbe représentative d'une fonction, par exemple, si je reprends une autre fonction, la fonction qui a x associe x cube moins 2x plus 4. Non, on en va plus 1. Voilà. Là, ça, c'est une fonction, d'accord? Enfin, c'est la courbe représentative d'une fonction. Comment le logiciel la trace? Là, pour différentes valeurs de x, on va calculer les valeurs de f de x à l'aide de la formule qui est ici. Donc là, et après, on va les représenter donc dans ce repère orthonormé. Je rappelle, repère orthonormé, les axes sont orthogonaux et la même unité graphique est utilisée. Donc là, par exemple, si je veux savoir quel est le point de coordonnée d'abscisse 2, bah, je me mets à x égale 2 et je calcule la valeur de f de x pour cette valeur de x. Donc là, si je calcule pour x égale 2, je fais 2 au cube, ça fait 8, moins 2 fois 2, 8, donc ça fait moins 4, donc 8 moins 4, ça fait 4, plus 1, ça fait 5. Donc j'en déduis que f de 2 égale 5. Je peux le vérifier sur GeoGebra, f de 2 égale 5. Et ça veut dire que là, je vais placer dans le plan le point de coordonnée de 5. Donc là, de 5, je peux dire que le point A de coordonnée de 5 appartient à la courbe représentative de f. Et quand on fait ça pour plein de points et qu'on relie, et ben là, ça nous donne la courbe représentative de la fonction f. Voilà. Donc voilà comment on fait. Ensuite, alors lecture graphique d'image et d'antécédents, on vient de le faire, mais je peux reprendre un exemple. Si je prends par exemple y égale 1, si je cherche combien il y a d'antécédents de 1 par la fonction f, bah, je regarde le nombre de points d'intersection avec la courbe. Ici, j'en ai un premier. Là, je vois que à peu près à moins 1,4, je suis à peu près égal à 1. Alors, c'est un peu imprécis, c'est pas exactement moins 1,4, parce que là, c'est une lecture graphique. Donc, c'est à peu près. Mais si je calcule, là, je vois que à f de moins 1,4, ça me renvoie à peu près sur 1. Bah, je peux faire le calcul. Là, bon, je suis à 1,06, c'est pas exactement 1. Ça, c'est dû aux imprécisions graphiques. Mais c'est des valeurs approchées d'antécédents. Là, je vois que 0 m'emmène sur 1. Bon, pour le coup, 0, c'est vraiment une valeur exacte. 0 au cube moins 2 fois 0 plus 1, ça fait 1. Là, j'en vois une troisième qui est autour de 1,4. Si je fais f de 1,4, pareil, alors je suis à 0,94, c'est pas exactement 1, mais c'est pas loin. Donc c'est encore une valeur approchée d'antécédent. Maintenant, si on voulait des valeurs exactes,
Bah, il faudrait savoir résoudre l'équation f de x égale 1 de manière algébrique, c'est-à-dire x cube moins 2x plus 1 est égal à 1. Et là, bah, alors on peut le faire, mais pas avec des méthodes de seconde. Donc, du coup, on se contente, dans ce genre de fonction un peu plus compliquée, de la lecture graphique. Alors ensuite, au niveau du tableau de signes. Alors le tableau de signes, qu'est-ce que c'est? Le signe d'une fonction, c'est de dire pour quelle valeur de la fonction, pour quelle valeur de x j'ai la fonction qui prend des valeurs positives ou négatives. Donc là, regardons juste graphiquement. Là, ici, la courbe, elle est en dessous de l'axe des abscisses, de ce côté-là. Donc ça veut dire que là, les valeurs de f de x par ici sont négatives. Donc c'est-à-dire que quand je suis à gauche de la valeur qui ici donne f de x égale 0, et ben là j'ai des valeurs strictement négatives de f de x. Là ici, par exemple si je prends moins 1,5, j'ai f de moins 1,5 qui est au-dessus, donc c'est positif strictement. Là je suis strictement positif, nanana, strictement positif à 0, strictement négatif, 0, strictement positif. Et ben pour faire un tableau de signes, c'est juste ce genre de lecture graphique. Quand je suis en dessous, je suis négatif, quand je suis en dessous de l'axe des abscisses. Donc là, si j'appelle cette valeur petit alpha, donc dans mon tableau de signes, je mettrai moins l'infini alpha. Ensuite, ici, je mettrai bêta. Ensuite, ici, bon là, c'est exactement 1, donc je mettrai 1. Et ensuite, plus l'infini. Avant cette valeur de alpha, je mettrai moins à gauche, plus ici, moins ici, plus ici. D'accord? Donc voilà comment on fait un tableau de signes. Alors après, euh, voilà, donc voilà comment on fait pour les tableaux de signes. Euh, Ensuite, oui, donc une petite convention, donc barre verticale avec un 0 entouré au milieu quand la fonction s'annule en une valeur. Donc là, par exemple, tableau de signes, je mettrai moins l'infini, moins 1, trait vertical avec un 0. Là, je mettrai plus avant, moins ici. Ensuite, encore un trait vertical avec un 0 pour le 2 là. Et ensuite, positif après. Donc là, il suffit vraiment juste de lire graphiquement et de connaître les conventions de comment on marque un tableau de signes. Alors enfin, donc résolution graphique d'équations et d'inéquations. Alors équation, on l'a déjà un peu vu, parce que quand on recherche des antécédents, là, on est en train de résoudre des équations. Par exemple, si je dis y égale 2. Donc là, si je cherche les solutions, si je cherche les antécédents de 2 par f, en fait, je suis en train de résoudre l'équation x cube moins 2x plus 1 égale 2. D'accord? Bah, donc là, je peux le lire graphiquement, les solutions. Ça, on vient de le voir. Maintenant, au niveau des inéquations, bah, il suffit d'étendre le raisonnement qu'on a vu. Par exemple, si je cherche les valeurs de x telles que f de x inférieur à 2, bah, je regarde pour quel point je suis en dessous de la droite d'équation y égale 2. Donc là, j'ai toute la partie qui est là. Ensuite, j'ai toute la partie qui est là. Et c'est tout. Donc ça, maintenant, c'est les valeurs de x qui m'intéressent. Donc ici, je vais avoir moins l'infini. Là, a priori, c'est moins 1. Si je calcule f de moins 1, normalement, je vais avoir pile poil 2, voilà. Donc, moins l'infini, moins 1 inclus. Donc, ça veut dire que toutes les valeurs de x inférieures ou égales à moins 1 vont me donner des valeurs de f de x qui sont inférieures ou égales à 2. D'accord? Ça se voit sur le graphique. Là, ici, on ne voit pas exactement la valeur, donc on va l'appeler alpha. Et donc là, je fais union alpha. Ça veut dire alpha, je prends la valeur. Ensuite, je continue, je continue, je continue, je continue. Ici, encore cette valeur-là. Je m'arrête ici, je ferme l'intervalle. Et donc, je peux dire qu'en fait, sans raisonner forcément avec les intervalles, qu'on reverra encore dans la séquence suivante, ce que je veux dire, c'est que là, les valeurs de x telles que f de x inférieur à 2, c'est toutes les valeurs de x qui sont inférieures ou égales à moins 1, plus les valeurs de x qui sont plus grandes que cette valeur-là, donc que cette valeur de x-là, ce que je veux dire, et qui sont plus petites que cette valeur qui est là. Voilà comment on interprète graphiquement les inéquations. Voilà. Et enfin,
Ah oui, après, on peut s'intéresser aussi à l'intersection de courbes de plusieurs fonctions. Donc par exemple, si je trace une autre fonction, là, si je trace la droite d'équation y égale 2x, donc je peux m'intéresser eh bien, aux solutions de l'équation f de x égale g de x. Là, ce qu'il faut que je regarde, c'est les points d'intersection. Donc, si je regarde les points d'intersection des deux courbes, j'ai trois points d'intersection. Les solutions de l'équation, ça va être les abscisses de ces points d'intersection. Parce que là, pour chaque abscisse de chaque point d'intersection, je vais avoir f de xa égale g de xa, f de xb égale g de xb, f de xc égale g de xc. Donc voilà l'idée de la résolution graphique de ces équations. Ensuite, pour les inéquations, par exemple, si je veux que f, qui correspond à la courbe verte, soit plus grande que la fonction g qui correspond à la courbe rouge. Ben, je regarde pour quelle valeur de x la courbe verte est au-dessus de la courbe rouge. Donc j'ai toute cette portion de courbe verte qui est au-dessus, et après, donc après là ça passe en dessous, et après j'ai toute cette portion de courbe, d'accord? Donc là, l'ensemble des solutions de l'inéquation f plus grand que g, ça va être l'ensemble des valeurs de x qui vont à peu près de là à là, d'accord? Et ensuite, plus les valeurs qui vont de là à plus l'infini. Voilà l'idée de la résolution des inéquations. Je vais m'arrêter là, ça fait déjà pas mal de notions. Mais donc ce qu'il faut retenir sur ce chapitre, bah, donc le vocabulaire. Donc qu'est-ce que c'est qu'une fonction, hein? Qu'est-ce que c'est que l'image d'une fonction, que l'image d'un nombre par une fonction? Qu'est-ce que c'est qu'un antécédent d'une valeur par une fonction? Trouver par le calcul, donc pouvoir remplacer dans les formules. Vérifier si un point appartient ou non à une courbe, donc ça c'est par la définition de la représentation graphique, puisque la représentation graphique d'une fonction f, ça va être je mets dans un plan les points de coordonnées x, f de x, où x parcourt l'ensemble de définitions de la fonction. Déterminer les domaines de définition de fonction simple, ce qu'il faut retenir, on ne divise pas par 0. Quand il y a une racine carrée, ce qu'il y a dans la racine carrée doit être positif au sens large. Représenter la courbe, bah ça, il faut juste faire un tableau de valeurs. Donc je prends plusieurs valeurs de x, je calcule f de x pour chaque valeur de x, et je mets dans un plan les points de coordonnées x, f de x. Lire graphiquement des images des antécédents, je viens de l'expliquer. Faire un tableau de signes, donc ça, c'est ce que j'ai dit, c'est regarder quand la courbe passe au-dessus ou en dessous de l'axe des abscisses. Résoudre des inéquations et inéquations graphiquement, je viens de l'expliquer. Je m'arrête là et j'espère que ça a été suffisamment clair.